jeunesse socialiste. Depuis, il est devenu conseiller général de la Loire en 2004, député en 2007, secrétaire départemental du PS en 2008, trésorier national du parti la même année. Alors, sauf à avoir le don d'ubiquité, comment fait-il? Bonjour, monsieur Juanico. C'est vrai ça, comment faites-vous? D'abord, bonjour. Eh ben, il faut être bien organisé. Et puis, ça fait des semaines très chargées. C'est vrai que ça, on n'en parle pas souvent en politique. Mais mon seul regret, c'est effectivement, quand on a autant de travail, c'est parfois de sacrifier un peu trop la vie de famille. Moi, je suis un jeune père, j'ai 2 garçons, un de 2 ans et un de 6 ans. Et c'est vrai que je regrette de ne pas les voir assez. Mais ça fait des semaines chargées, surtout le mardi et le mercredi, quand je suis à l'Assemblée et que je suis au Parti Socialiste aussi, dans mes fonctions de trésorier national. Mais c'est passionnant. Bienvenue en ce 2e jour du printemps européen. On votera le 7 juin aux européennes, printemps des libertés. Demain, le PS organise un zénith consacré aux libertés. Printemps social, on ne sait pas très bien comment le qualifier, avec chômage technique, licenciement. Ce sont les 3 thèmes que nous allons aborder. Alors, le PS doit ratifier aujourd'hui la liste des candidats aux européennes. Merci d'avoir séché le Conseil national pour être ici. On sait que dans le sud-est, il y a eu une fronde et que la liste finalement n'a été ratifiée que par 22% des inscrits. Dans le centre, elle a même été carrément retoquée. Les militants voulaient comme tête de liste le président du Conseil régional du Limousin, mais le PS a dit les députés européens doivent être à plein temps. Alors apparemment, il y a 2 poids 2 mesures, puisque vous n'êtes pas député français à plein temps. C'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai un mandat électif conseiller général dans l'opposition. Je suis député dans l'opposition, j'essaie de bien faire mon travail à l'Assemblée. Je crois être parmi les parlementaires les plus actifs, notamment dans cette région, dans le groupe socialiste. Mais ce sont des mandats d'opposition, pas avec des fonctions exécutives. Ce qui est vrai, par contre, c'est que le mandat de député européen est extrêmement prenant en termes d'engagement et qu'il n'est pas compatible avec une fonction exécutive. Donc nous avions fixé une règle toute simple de non-cumul entre, par exemple, la présidence d'un département, d'une région, et le mandat de député européen. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Martine Aubry, elle a voulu un petit peu changer la façon dont on composait les listes. Il y a des critères qui ont été retenus, le renouvellement, on ne pouvait pas reconduire l'ensemble des sortants, donc il y avait forcément des déçus. Sur les 26 sortants qui se représentaient, il n'y en a que 13 qui ont été reconduits. Il y avait aussi la diversité, et puis il y avait aussi cette question de non-cumul, et puis aussi le respect aussi des équilibres internes au sein du Parti socialiste. On ne pouvait pas contenter tout le monde, on ne pouvait pas contenter tous les territoires français, c'est pas possible. Dans la grande région sud-est, ça tombait bien, puisque les 2 premiers sortants socialistes ne se représentaient pas, ni M. Rocard, ni Mme Roure. Donc c'est M. Peillon qui vient à contre-cœur, dit-il. Non, je crois qu'il a dit au départ qu'il était parti de la région nord-ouest à contre-cœur, mais qu'il était ravi, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs très vite le lendemain, qu'il était ravi d'être accueilli dans la grande région sud-est. Moi, je pense que pour les socialistes, pour la gauche dans cette grande région, c'est une chance d'avoir Vincent Peillon comme tête de liste. Je le connais bien, nous avons ensemble créé le nouveau Parti socialiste, un des courants du Parti socialiste en 2002. C'est un homme de grand talent et je crois qu'il va faire une très bonne campagne et qu'il va pouvoir mettre une dynamique dans cette campagne des socialistes au niveau de la région sud-est. Alors, vous avez adopté un manifeste dont le titre est « Donner une nouvelle direction à l'Europe », qui a été adopté à la quasi-unanimité le 28 février. Est-ce que vous n'avez pas un peu mangé votre chapeau dans cette affaire? Parce que vous venez de la gauche du parti, avec Benoît Hamon, et ce texte est très eurocrate. Je crois qu'il faut bien situer quel est l'enjeu des élections européennes le 7 juin prochain. L'enjeu politique, c'est de changer de majorité au Parlement européen. C'est-à-dire avoir une majorité de gauche, renverser la majorité conservatrice et aujourd'hui libérale qui est en place, qui est conduite par M. Barroso. Au Parlement européen, c'est les démocrates chrétiens conservateurs et les social-démocrates qui gouvernent ensemble depuis 20 ans. Alors justement, une des avancées du texte dont vous parlez, le manifeste, c'est justement de dire c'est terminé. Le compromis historique entre les 2 forces politiques, socialistes, sociaux-démocrates d'un côté et le Parti populaire européen, donc la droite conservatrice de l'autre, ceci c'est terminé. Ces accords-là sont terminés, on remet du clivage entre la gauche et la droite. Mais ce qui est important,
ce qui est important, puisque l'enjeu, c'est de changer de majorité et de changer de politique, c'est de réorienter aujourd'hui l'Europe dans un sens plus juste, plus protecteur pour les Européens. Ce qui est véritablement important, c'est de voir que nous avons un programme commun à l'ensemble des 27 partis socialistes et sociaux-démocrates, que c'est une base commune qui nous permet de faire campagne partout sur les mêmes lignes directrices. Alors, par exemple, un salaire minimum au niveau européen, ça fait partie du manifeste, c'est une avancée quand même importante. Un pacte social, la question des directives cadres pour les services publics, la question aujourd'hui des paradis fiscaux qu'il faut supprimer et la question de la régulation des marchés financiers. Mais c'est un compromis. Effectivement, à 27, il n'est pas complètement suffisant. C'est pour ça que nous, on l'a complété effectivement par notre programme national politique traditionnel du Parti socialiste. Au Congrès de Reims, vous aviez signé une motion commune avec Jean-Luc Mélenchon, qui depuis a quitté le Parti socialiste. Il dit, lui, la ligne de gauche a perdu au sein du Parti socialiste. 6 mois après, quel bilan vous tirez, vous ? Non, pas du tout. Justement, au contraire, je pense qu'on a démontré, je pense notamment au rôle de Benoît Hamon en tant que porte-parole du Parti socialiste depuis maintenant quelques mois, que nous avions su réorienter justement l'orientation du Parti socialiste sur une ligne plus à gauche. C'est très clair par exemple sur la question aujourd'hui des plans sociaux et des mesures par rapport à la question de l'emploi. Quand Benoît Hamon a mis cette question-là dans le débat politique, ensuite le Parti socialiste a décliné très fortement des propositions concernant aujourd'hui les entreprises profitables ou les licenciements boursiers. Donc je crois que c'est tout le contraire. Et sur le plan européen, là aussi, vous savez qu'il y avait une déclaration des 27 responsables du Parti socialiste européen, là, il y a 24 heures, qui veulent aller plus loin dans le plan de relance européen, donc vers une Europe qui soit plus active aujourd'hui pour lutter contre la crise, qui est une crise qui n'a pas de précédent. La crise mondiale. On va venir aux problèmes sociaux après. Quand on va sur le site du Parti socialiste aujourd'hui, on trouve le manifeste européen, puis il y a une rubrique commentaires à la fin, et puis il y a un mot, désolé, les commentaires sont fermés pour le moment. Oui. Il n'y a aucun commentaire. Notre site internet, là c'est le trésorier national du Parti socialiste qui vous parle, est en train d'être refondu. Nous aurons bientôt une nouvelle version. C'est pour des raisons financières, c'est pas pour des raisons politiques. C'est surtout qu'on veut se doter d'outils de communication modernes. On a un site qui est un petit peu vieilli au Parti socialiste. Nous sommes en train de conduire le chantier qui va permettre son renouvellement. Et pendant la campagne des Européennes, je vous rassure, il y aura un site qui fonctionnera parfaitement, et vous aurez de nombreuses vidéos notamment qui permettront aux internautes de participer à cette campagne. Très bien. Alors demain, je le disais tout à l'heure, se tient au Zénith de Paris, pas celui de Saint-Étienne, le Printemps des Libertés. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, c'est une grande manifestation, un grand rassemblement républicain avec des élus, avec des citoyens qui veulent faire passer un message très simple qui dit aujourd'hui, effectivement, nous avons les problèmes économiques et sociaux avec la crise, mais nous avons aussi, en même temps, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy comme président de la République, une régression des libertés publiques. Il y a eu tout un tas de textes qui restreignent les libertés qui ont été adoptés depuis maintenant plus de 2 ans et qui visent à une chose, c'est museler aujourd'hui les contre-pouvoirs. Et notamment, je pense... Donnez-nous des exemples. Tout simplement au Parlement, les textes qui ont été adoptés pour limiter les droits d'amendement des parlementaires. La justice, par exemple, aujourd'hui on reprend en main les juges. Il y a eu la question des peines planchées aussi. Et il y a la question de la reprise en main des médias. La nomination par le président de la République du président de France Télévisions, la reprise en main aussi de la presse. Et puis, il y a tout un tas aujourd'hui de textes qui font qu'on multiplie les fichiers qui portent atteinte à la vie privée. Je pense à Edwige en particulier. Edwige, il a été retiré. Oui, mais il y a un nouveau fichier qui s'appelle Edwirps, qui est difficile à prononcer, mais qui est le nouveau fichier qui a pris la place d'Edwige, où il y a encore des données qui portent atteinte à la vie privée. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en 2008, il y a eu 1% de la population française qui a été mis en garde à vue, par exemple. Donc toute une série aujourd'hui de libertés publiques qui sont sur le déclin, et nous voulons, nous, exercer notre droit d'alerte, sans rappeler ce qui s'est passé aussi par rapport à certains hauts fonctionnaires, des préfets mutés, des directeurs de la sécurité publique mutés dans certains départements pour faire plaisir à M. Sarkozy. Oui, mais là, dans une proportion inégalée. Et puis ce qui s'est passé pour la nomination de M. Perrol à la tête aujourd'hui du grand groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est scandaleux. Donc oui, aujourd'hui, il y a des libertés publiques
aujourd'hui qui sont très clairement visés par Nicolas Sarkozy, et il faut le dénoncer et pouvoir agir. Je vais vous donner un exemple de ce qui me paraît être un peu des exagérations dans votre réflexion. Vous avez publié donc un livre noir qui s'appelle « La France en liberté surveillée ». Liberté surveillée au pluriel. Ce qui se présente sous forme d'un dictionnaire. Et à un moment, vous avez le mot « rafle ». Pour qualifier l'arrestation d'un certain nombre de sans-papiers. Et je vais vous donner un exemple que j'ai choisi exprès parce que lors de questions d'actualité au Conseil régional en 2006, ça n'était pas un socialiste qui parlait de rafle, c'était une vice-présidente communiste. Et ce mot, à l'époque, son utilisation, alors que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, avait créé des remous et avait gêné les socialistes. Écoutez. Quand une école voit un de ses enfants rafler, il se passe des choses et cela perturbe la vie de nos écoles. Tout cela parce qu'un gouvernement avec son ministre Sarkozy applique une politique réactionnaire et veut faire du chiffre. Je vais passer. Monsieur Voisin, ne faites pas d'incident. Alors, nous passons... Alors, les socialistes étaient gênés. Les socialistes n'ont pas utilisé le mot rafle au Conseil régional. Vous ne croyez pas qu'il y a exagération, là, quand vous l'utilisez? Non, les mots ont un sens. Il faut savoir bien les utiliser. Vous savez bien ce que ça sous-entend, le mot rafle. Des arrestations massives, et déportation. On entend déportation en même temps. Alors, simplement pour indiquer qu'effectivement, il y a des arrestations qui sont faites à la sortie de l'école, dans le cadre aujourd'hui d'une politique de chiffres engagée par Nicolas Sarkozy par rapport à l'expulsion de sans-papiers. Cette semaine, mercredi, à l'Assemblée, nous avons eu la projection du film de Philippe Yorret avec Vincent Lindon, Welcome, qui est un excellent film, qui décrit très bien aujourd'hui quelles sont un certain nombre de dérives, justement par rapport à cette politique de chiffres par rapport au flux de migration. Le délit aujourd'hui de solidarité envers les sans-papiers, l'article L622-1. C'est très bien décrit dans ce film-là, on le voit bien. Aujourd'hui, il y a quand même une pression très forte sur un certain nombre de personnes qui ne font simplement qu'aider et exercer leur devoir de solidarité par rapport à un certain nombre de migrants. Et ça, je pense que c'est une grave régression par rapport à nos libertés. Alors, sur ce livre noir des libertés, le psychiatre Marc Cohen écrit « On est sidéré de voir à quel point la gauche, incapable de se frotter au sarkozysme idéologique, préfère cibler l'homme foncièrement pervers, forcément pétri de mauvaises intentions. Cet évitement du réel signe une volonté de non-rupture sur les questions décisives, comme l'économie, le protectionnisme, l'Europe, etc. » Oui, c'est des propos de psychologues, parce que j'ai pas l'impression qu'on soit sans proposition dans le domaine économique, social et au niveau européen, au contraire. Et quand nous disons, par exemple, depuis 2 ans, à ce pouvoir, supprimer le bouclier fiscal, qui est une injustice flagrante, qui était au cœur des mobilisations il y a 48 heures dans les manifestations. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a 300 000, un peu plus de 300 000 contribuables parmi les plus fortunés qui gagnent 15 millions, ou qui a un patrimoine de 15 millions d'euros par an, se voir remis par le fisc un chèque de 300 000 euros, je pense que là, oui, on est au cœur des injustices et on est dans notre rôle de dire, aujourd'hui, par exemple, nous proposons l'abrogation de ce dispositif-là. Donc nous avons, dans le domaine économique et social, des propositions. C'est ce que nous avons fait à travers le plan de relance. On va y venir. Très belle transition. Situation économique de la Loire, 25% d'augmentation du chômage en un an. Oui. Suppression d'emplois Jean Cabi à Saint-Priest, Manitowoc à Saint-Nizier-sous-Charlieu. Avant-hier, et d'autres. Avant-hier à Saint-Étienne, comme dans le reste de la France, manifestation compte rendu.